L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va monter sur la scène du plus grand festival rock de la région et repeindre les murs de l'agglomération aux couleurs du Street Art Fest. Pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Benoît alias Groek, street artiste. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Jérôme Katz, l'organisateur du Street Art Fest. Bonjour. Bonjour. Jérôme. On parlera de cet événement qui a démarré il y a quelques jours, mais qui va se poursuivre tout au long du mois de juin. Et puis, troisième invité sur ce plateau, Rémi Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de spectacles basé à Grenoble. On le dit. Vous organisez aussi, et notamment, le festival Musilab, qui ne se passe pas très loin de chez nous, mais c'est déjà la Savoie, sur les rives du lac du Bourget à Aix-les-Bains. Producteur de spectacles depuis 1984. Oui. Vous avez commencé très jeune. Oui, ça a été une passion qui m'a saisi. Et donc, ouais, effectivement, j'ai commencé, j'avais 16 ou 17 ans. Alors, j'ai vu que pour faire vos armes, à l'époque, il n'y avait pas de télé locale, donc c'est plutôt vers la radio locale que vous êtes essayé derrière un micro. Oui, très, très modestement. Mais enfin, c'était après l'élection de François Mitterrand et la libéralisation de la bande FM, où il y avait des radios qui se créaient, qui poussaient un peu comme des champignons. Donc, associatives, communautaires ou généralistes. Et me concernant, c'était une généraliste musicale. Et c'est vrai que c'était une passion et que ça m'a mis... je me suis retrouvé à interviewer des artistes et le côté coulisses m'a fait vibrer, m'a immédiatement passionné. Et ça s'est enchaîné. Ça a embrayé derrière. Ça consiste en quoi, votre boulot de producteur de spectacle ? Alors, moi, j'ai toujours un peu la même réponse, mais qui, je trouve, symbolise bien le job. On va dire que de la première annonce sur Télé Grenoble de la venue de X dans 8, 9, 10 mois, 1 an, ou de la première affiche collée ou du premier billet vendu, en amont d'un spectacle, d'un concert, que ce soit de l'humour, du rock, de la chanson, bref, jusqu'à la dernière porte du dernier camion à 6 h du matin qui se referme bien après le spectacle, et la troupe, les saltimbanques repartent, on gère localement tous les domaines qui nécessitent notre engagement, la communication, la commercialisation, la préparation de la salle, la fiche technique. On travaille un peu comme un hôtel quelque part. On reçoit des artistes, on reçoit du public. On essaye que les deux se rencontrent dans les meilleures conditions en y mettant notre énergie, notre savoir-faire et notre motivation. On prend des risques aussi financièrement quand on produit des spectacles. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un métier à haut risque. C'est un peu du poker au quotidien. Alors, c'est un peu stressant ou fatigant de temps en temps, puis c'est un peu exaltant à d'autres moments. Il faut essayer de trouver l'équilibre. Mais de toute façon, il n'y a jamais rien d'acquis, même pour des artistes extrêmement reconnus, avec une forte notoriété. Il peut y avoir des accidents de parcours au cours d'une carrière, surtout quand elle est longue. Il y a des ups et des downs, des hauts et des bas. Et rien n'est jamais acquis, mais ça fait le charme vénéneux de ce métier. Alors, j'ai quelques images, elles ne sont pas très bonnes, elles ont plus de 30 ans, mais elles vont sûrement vous rappeler quelques souvenirs. Ouais. Alors c'était à Grenoble. Hein. C'était à Grenoble, c'était au stade Charles Berty, feu stade Charles Berty. C'est le seul concert qui a eu lieu dans cette enceinte. Je parle de ce stade-là, je ne parle pas du stade des Alpes évidemment, qui se situe grosso modo au même endroit. Ouais. Il est un peu pas dans le même sens. Ouais, c'est un peu tourné. Ouais, souvenir exceptionnel. C'était votre début de carrière, hein, produire les Pink Floyd après quelques années. Ça faisait 3-4 ans qu'on organisait des spectacles et des concerts donc, sur l'agglo. Et puis ça s'est présenté et ça a été un moment exceptionnel, forcément. Je dois avoir un tatouage quelque part, mais qui est virtuel dans l'âme et sur le corps de ce moment-là, ouais, évidemment. Vous les vivez comment, les concerts que vous produisez ? Vous êtes derrière la scène, devant, en coulisses ou... C'est un peu, voilà, vous avez résumé. C'est-à-dire que selon les moments et selon les artistes, très franchement, je vais en salle, mais il y a aussi, j'allais dire, du relationnel ou des moments d'échange avec l'entourage de l'artiste, du groupe ou de la production du spectacle, mais j'aime bien quand même renifler, entre guillemets, ce qui se passe en salle. Et puis il y a des artistes où j'ai vraiment envie de regarder parce que j'aime bien, parce que j'ai aussi mes goûts, et puis, ou parce que je sais qu'il se passe quelque chose, parce que il y a une référence artistique forte, il y a des idées, où il y a un bouche à oreille. Récemment, Angèle, par exemple, j'avais envie de voir. J'étais pas le seul. On a été complet à Noël pour un spectacle fin mai.
c'est assez rare à Grenoble. Donc, oui, je navigue, on va dire ça comme ça. Vous savez combien vous en avez produit de concerts depuis les débuts en 1984? Franchement, je sais pas. Plusieurs milliers, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas du tout prétentieux. Ouais, je pense, 7, 8, 9 000, je sais pas. Alors, des concerts, on va dire, dans le périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Oui. Mais vous êtes basé à Grenoble, donc votre terrain de jeu, c'est aussi l'agglomération, et notamment le Summum, Bien sûr. qui fête ses 30 ans, donc qui a démarré sa carrière Comme presque moi. en même temps que la vôtre, Comme moi. Rémi. C'est une salle qui est encore aujourd'hui adaptée, on la voit là en image, pour accueillir des spectacles. On parle depuis des années d'une nouvelle salle de spectacle à Grenoble, un peu comme une arlésienne d'ailleurs. Ouais, moi, la première fois où j'ai ouvert ma bouche pour rester poli, c'est en 1998, donc ça... Oui, ça date un peu. Et le Summum avait 10 ans. Cette salle, elle était... je dis ça avec beaucoup de tendresse, parce que j'ai une relation, j'allais dire presque charnelle, j'exagère un petit peu, mais en tout cas très forte et très sentimentale, bref, avec cette salle. Il n'en demeure pas moins qu'elle a été construite en dépit du bon sens par l'équipe qui gérait la ville de Grenoble à l'époque, et qu'il fallait absolument que ça soit dans l'enceinte d'Alpexpo, ce qui a eu des contraintes que je ne vais pas détailler là, ça serait un peu long. Mais globalement, ça fait bien longtemps que pour une multitude de spectacles, et donc pour une multitude de spectateurs, elle est obsolète, elle ne permet pas à certains spectacles ou concerts de passer par Grenoble, et donc elle prive le public de l'agglomération d'un certain nombre d'événements. On est, entre guillemets, sous Nancy, Pau, Orléans, Montpellier. Je cite des villes de plus ou moins la dimension de Grenoble en termes de population, etc. Voilà, c'est un état de fait. Les municipalités successives, jusqu'à celle qui est aux manettes aujourd'hui, ne font rien. Mais c'est pas, voilà, il n'y a peut-être pas les moyens, il n'y a peut-être pas une volonté. Il y a eu des promesses de fête il y a quelques années. Et puis rien n'a été réalisé. Après, je ne veux pas m'acharner, ça reste une salle magique, il y a beaucoup d'artistes qui adorent cette salle, elle ne correspond absolument pas en termes techniques, économiques et de jauge à ce qui existe en France dans à peu près 50 villes. On la voit vivre là, avec un groupe. Avec un groupe que vous connaissez bien, Sinsemilia. Que tous les gens de l'agglo connaissent bien, évidemment, et bien au-delà. Oui, qui seront d'ailleurs au Summum à la rentrée prochaine. Alors, il y a le Summum à Grenoble, il y a une autre salle également où vous produisez vos spectacles, hein, c'est le Palais des Sports, dans le Parc Mistral, avec notamment Johnny qui est passé plusieurs fois. Oh, oui, C'est vous qui le faisiez venir à Grenoble? Oui, la plupart du temps, oui. La plupart du temps, pendant une bonne trentaine ou presque 35 ans. Ouais, c'est un des artistes avec lequel on a le plus travaillé. D'abord parce que c'est un travailleur acharné qui tournait assez régulièrement et, j'allais dire, en profondeur. C'est-à-dire qu'une tournée de Johnny Hallyday, c'était minimum 100 à 150 concerts sur une sortie d'album et qui suivait. Donc c'est, je sais pas, c'est quelqu'un que j'ai dû programmer 50, 60, 70 fois en 35 ans. On devient ami avec des artistes comme ça quand on travaille autant avec... Enfin non, mais c'est pas, on n'est ni amis ni ennemis. Moi, j'ai dû dîner 2 ou 3 fois dans ma vie avec Johnny Hallyday, mais je peux pas prétendre avoir été son ami, ça serait complètement ridicule. Et puis, c'est pas trop mon truc. Il se trouve que le hasard fait que j'ai des liens d'amitié, ou en tout cas d'affinité forte avec certains artistes. Ça n'a pas été le cas avec Johnny, parce que c'était quelqu'un de relativement inaccessible, grâce surtout à son entourage, mais ce qui est bien normal, vu la dimension, voilà, il y en a qu'un, enfin, voilà. Mais pour autant, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu échanger quelques rares fois. Alors vous avez aussi un bébé, Rémi, qui est maintenant en pleine crise d'adolescence, hein, puisqu'il a largement dépassé les 15-16 ans, c'est le Festival Musilac. Ah ben c'est la 18e édition, 18e, donc il va pouvoir, même être majeur maintenant, il va partir du nid, faites attention. Il va pouvoir voter enfin, je ne sais pas pour qui, on va en parler, mais oui, c'est la 18e édition au mois de juillet prochain. Alors c'est un festival qui s'est imposé comme l'un des grands rendez-vous de l'été pour les amateurs de musique rock, musique pop. Les spectateurs se comptent par dizaines de milliers maintenant depuis plusieurs éditions. C'est quel type de public qui vient sur Musilac ? En fait, c'est un maillage assez intéressant parce que, alors, je ne vais pas vous sortir le truc bateau de 7 à 77 ans, mais c'est presque ça.
on va dire qu'il y a un bon 50% où on va plutôt retrouver des gens entre 15 et 35 ans, pour dire ça comme ça. Mais je trouve que c'est pas du tout prétentieux, mais c'est valable évidemment pour d'autres festivals. Je pense aux Vieilles Charrues, très modestement. Je les regarde comme ça. Ils sont un peu loin en Bretagne, là-bas. Ils sont là-haut et ils sont hauts, mais l'intérêt, en tout cas, ce qui me touche, ce qui me fait plaisir, chaque année, c'est la même sensation, c'est ce croisement de générations. Je repense par exemple à un concert de Santana où derrière il y avait un groupe électro, puisque la programmation elle est assez hétéroclite et éclectique en tout cas. Et je voyais un papa avec son fils qui doit avoir 17 ballets, qui attendait le groupe électro, mais qui regardait Santana avec son père. Et son père disait, voilà gamin, ça c'est Santana. Et le gamin lui disant, ben ouais, mais attends, après... Tu vas voir après. Après, tu vas voir, il y a Bloody Beetroot, c'est un groupe électro légèrement SM italien, qui tape un peu fort sur le... Bon, donc, deux univers, mais c'est très bien, ça, voilà. Donc, c'est ça, il y a un mélange de générations, et le côté, j'allais dire, passeur, ou en tout cas passage de témoins, de dire, voilà, moi j'ai écouté ça quand je t'ai conçu, et puis maintenant tu es là, et puis tu écoutes autre chose, et cet échange, il existe. Et ça, c'est riche. Alors, il y a aussi une particularité quand on veut assister à Musilac et être aux premières loges, c'est qu'il faut être plutôt sportif. Hein. Les places devant la scène sont très chères. Oui, enfin c'est le même prix que toutes les autres places, mais ça nécessite un peu d'énergie. Il faut y aller. Ouais, mais ça fait partie vraiment de l'ADN de tous les festivals de ce genre-là. Moi, j'adore voir les mômes. Je dis les mômes parce que assez souvent c'est les mômes, pas que, qui courent parce qu'il y a X ou Y qui va jouer. Et parfois, ils courent à 17h pour un groupe qui va jouer à 23h. Après, il faut tenir sa place. Il faut tenir sa place, donc on les arrose, on les hydrate. Bon, il faut dire que le site se prête bien au plaisir de l'eau, puisque c'est au bord du lac du Bourget, à Aix-les-Bains. Ouais. Ça aussi, j'imagine que ça fait partie de la réussite de cet événement. C'est dans l'histoire magique de ce festival. C'est un site exceptionnel. C'est pas du tout une posture que de dire qu'on est entre lac et montagne. Ah, on le voit là sur ces images. On le voit effectivement, et que ça, voilà, il y a une espèce de, je sais pas, d'alchimie. Le site, c'est un festival, c'est pas que de la musique et l'enchaînement d'artistes plus ou moins connus, plus ou moins nouveaux, plus ou moins anciens, etc. Bien sûr que ça, c'est, j'allais dire, l'essence du moteur. Mais après ça, il faut, je crois, que le festival raconte une histoire et un ADN. Et créer quelque chose. Moi, quand je vois des gens qui me disent qu'ils sont connus à Musilac et qui ont maintenant un enfant, bon, je ne vais pas sombrer dans un angélisme béat, mais ça me touche et je trouve que ça fait aussi partie de l'historique. Et puis le cadre. C'est vrai que Aix-les-Bains et le lac, c'est quand même avec Annecy, c'est quand même super joli, quoi. On peut dire ça, même si on est un peu chauvin et qu'on aime bien aussi l'Isère, mais c'est pas très loin. J'adore l'Isère, je suis né à Grenoble et j'y mourrai. Il y a moins de 3/4 d'heure de voiture pour aller à Musilac. L'édition 2019 sera du 11 au 14 juillet. Il y a une cinquantaine de groupes. Hein. C'est aussi le principe de ces festivals, c'est que les styles musicaux et les artistes s'enchaînent tout au long de la journée. C'est ça. Moi, je compare toujours ça. Je le rabâche un peu, mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé dans un média. À de la cuisine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à manger, mais il ne faut pas ressortir ballonné trop. Mais il ne faut quand même pas ressortir et partir au McDo. Il faut être nourri, un peu. Il faut être rassasié. Et puis il faut qu'il y ait des goûts, du sucré salé, des choses très rudimentaires ou très habituelles, j'allais dire. Et puis faire des mélanges, etc. Donc c'est pour ça qu'on a des artistes de toutes couleurs, de toutes générations, de toute longévité. On a des gens qui viennent de sortir un premier album avec des gens qui ont 50 ans de carrière, etc. Et ce mélange-là, il est essentiel. On n'a rien inventé, très franchement. La plupart des festivals, à part ceux qui ont une identité très marquée en bouche, pour garder un langage culinaire. Mais voilà, c'est essayer de mélanger tout ce truc-là pour donner envie, avec des têtes d'affiche, avoir une masse de public. Ça fait aussi partie du projet économique, parce que sinon, on meurt et ça n'existe plus. Mais cette masse de public, lui donner à découvrir des choses nouvelles et qui peuvent devenir des artistes majeurs sur la longévité. Alors il y aura notamment Scorpion, Christine and the Queen, Morcheba, Chaka Ponk, Ayam, parmi les têtes d'affiche de l'édition 2019. Ça se passe comment, une programmation comme ça? Programmer 50 groupes, on est en concurrence, j'imagine, avec les autres gros festivals français. On essaye d'avoir des exclus. Comment... Pas tant que ça. Alors, avec les autres gros festivals, non. En fait, c'est une histoire de planning, de période. Nous, par exemple, on a en même temps que les Francopholies à La Rochelle, en même temps que deux gros festivals, un en Espagne, un au Portugal sur ce même week-end.
Donc ça implique des parcours. Alors, là, j'évoque, quand je parle de l'Espagne et du Portugal, notamment les artistes anglo-saxons, évidemment. Non, il n'y a pas une concurrence avec avec les Vieilles Charrues, les Eurocaines, ou je ne sais, enfin, les grands frères, les festivals majeurs. Il peut y avoir une concurrence, par exemple, avec les Nuits de Fourvière, on peut se retrouver sur des projets similaires, voire des projets identiques. Un projet identique, mais on a une relation qui est vachement... C'est pas du tout, là aussi, je ne sors pas les violons, mais j'ai une relation avec Dominique Delorme à Fourvière qui est vraiment bien. On s'appelle et on a des espèces de gentleman agreement qui font que cette année, je te laisse Nick Cave, mais dans 2 ans, ça sera moi. Enfin, j'illustre le propos. On n'a pas de... C'est pas la guerre. Et en plus, ayant des responsabilités syndicales au niveau national, étant vice-président d'un syndicat qui regroupe toute la filière du spectacle vivant, dont les festivals, et je suis vice-président du comité festival, je côtoie mes confrères de la région, mais aussi de toute la France, assez régulièrement. Et c'est plutôt un échange riche, constructif, où... très basique sur des infos, tu as vu, il y a machin qui tourne, où il paraît que, et tu l'as payé combien, etc. Donc un peu chiffon. Mais c'est aussi un échange sur les tendances qu'on ressent, l'expérience de chacun qui nourrit l'autre. C'est assez positif. On parlait des têtes d'affiche et aussi des groupes locaux. C'est peut-être votre touche grenobloise que vous apportez à l'édition 2019, puisqu'ils seront plusieurs à venir de Grenoble. Ouais. Alors, il y a évidemment le côté cœur, j'allais dire, grenoblois, cette année, notamment avec Arabella et Maïsman. Mais on a vraiment la motivation depuis le début de faire jouer des groupes émergents de la région au sens large, Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ou en tout cas les deux Savoie, Isère, mais pas seulement, parce que ça nous fait plaisir, que ça fait partie du job, et puis qu'on se souvient d'où on vient, et que moi, quand j'ai commencé à faire des tout petits concerts dans des toutes petites salles à Grenoble et qu'il y avait 250 spectateurs, j'étais pas sur scène, évidemment, j'ai toujours été dans l'ombre, mais voilà, c'est bien de, modestement, mettre le pied à l'étrier, ou en tout cas accompagner des artistes, et quand en plus ils sont du coin, voilà, il y a une touche un peu... terroir. Alors, il faudra faire attention quand même. Arabella, on les avait sur ce plateau la semaine dernière, donc les téléspectateurs de l'émission les ont découverts. Maïsman, ils sévissaient il y a une quinzaine d'années déjà sur Grenoble et ils sont un peu imprévisibles. On les avait eus dans les premières années de Télé Grenoble sur le plateau. J'ai retrouvé cette petite séquence, regardez. Maïsman est tout jaune, c'est une très bonne blague. Elle est pas mal. C'est une très bonne blague. C'est le bleu. Aïe, 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 alors je crois qu'il y a un Maïsman qui vient de traverser le plateau. C'était qui est-ce qu'on vient de voir? C'est Jean-François Laurent Musquet. C'est moi, Jean-François Laurent Musquet. Voilà, pour les souvenirs. Ça déchire, hein. Ah, mais ils avaient tout déchiré. Donc, pour ça que maintenant, on a mis des trucs en bois, là. Le rat musqué se fera un peu plus mal s'il rentre là-dedans. Donc, du 11 au 14, en tout cas, pour Musilac, les 4 jours de musique au bord du lac du Bourget. Vous avez déjà produit Massive Attack, Rémi, dans votre carrière ? Non, on l'a programmé une fois il y a quelques années et ça a été annulé pour des raisons médicales d'un des membres du groupe. C'était prévu au summum il y a 4-5 ans, je crois. Mais depuis et avant, non. Donc non, jamais. Alors, si je parle de Massive Attack, c'est parce qu'on soupçonne Robert Del Jaja, je crois qu'il est le chanteur du groupe Massive Attack, d'être le fameux graffeur Banksy. On le voit en photo, ce chanteur-là de Massive Attack. Banksy, c'est une star du street art, mais qui reste une star anonyme, un peu comme les Daft Punk. Vous pensez que c'est vrai, cette rumeur, Jérôme ? Moi, personnellement, je me prononcerai pas, mais c'est des choses qui se disent, quoi. On va pas... Après, Banksy, ce qui est intéressant, c'est de voir son travail. Donc, peu importe qui c'est. Mais bon, si on fait venir Massive Attack grâce à Rémi, et qu'il y a une œuvre de Banksy qui apparaît sur le territoire, peut-être que ça voudra cautionner, ça voudra dire quelque chose. Ou alors que c'est un des grands fans et qui rate jamais un concert de Massive Attack. C'est peut-être ça aussi. On ne sait pas bien, donc à suivre. Alors, il n'y aura pas Banksy cette année au 5e Street Art Fest, mais il y aura une autre star, Shepard Fairey, une star américaine. Exactement. Ouais. Un grand nom aussi du street art. Dans le monde du street art, il y a Banksy et Shepard Fairey. C'est les deux artistes les plus connus mondialement. C'est peut-être les mêmes, en fait, parce qu'on ne sait pas qui est Banksy. Non, c'est sûr que non. Et Shepard Fairey est bien américain, Banksy est anglais. Il chante faux, Shepard Fairey. On ne sait pas. C'est un très bon DJ.
Il adore mixer. Ouais, donc, non, c'est un artiste, un musicien. Il adore la musique. Et, mais bon, voilà, avec Banksy, c'est les deux plus grandes. Donc, il nous fait l'honneur de venir à Grenoble et on est absolument ravis de pouvoir le présenter. L'accueillir. Il est plus connu du grand public avec son pseudo OB et puis ses réalisations, notamment en lien avec Barack Obama. Il lui avait fait une sorte d'affiche de campagne. Oui, il avait fait. Donc, il est déjà très connu pour OB, mais l'équipe de campagne, quand ils ont vu l'œuvre qu'avait fait spontanément Shepard Fairey, parce qu'il voulait soutenir un peu son champion, il en avait marre de l'administration Bush qu'il avait critiqué en long, en large et en travers. Il crée spontanément ce portrait de campagne. Et puis, ce portrait, en fait, tout simplement. Et là, l'équipe de campagne voit le portrait, dit « Waouh, ça marche, c'est bien. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme portrait officiel de campagne ?» Donc, sur la première affiche, celle qu'il avait fait lui, il avait marqué « Progress ». Et à la place du petit macaron des démocrates, il avait mis son logo à lui, la petite étoile à 5 branches avec le logo d'André le Giant à l'intérieur. Et puis, quand c'est devenu le portrait officiel, c'est là où ils ont changé le Progress pour Hope, qui est devenu cette image si connue mondialement. Alors, il sera à Grenoble du 11 au 14 juin. J'imagine que comme pour Rémi Perrier, c'est pas facile de faire venir une grosse pointure comme ça dans un festival qui est encore récent, c'est la 5e édition. Ouais, c'est compliqué, mais je suis ravi de rencontrer Rémi parce que non seulement il parle bien, mais en plus, tout ce qu'il dit, c'est exactement... Mais je connaissais pas le parallèle avec la musique, mais... Vous y retrouvez. Ah, mais à chaque chose, comment est-ce qu'on... L'alchimie du festival, il faut des grandes stars, mais aussi des artistes locaux. On s'implique sur un territoire. Effectivement, le street art, c'est où est-ce qu'on fait l'œuvre. C'est pas que l'œuvre, c'est aussi où est-ce qu'on l'a fait. Donc l'environnement, le fait qu'on soit entouré de montagnes, mais à Grenoble, ça veut dire quelque chose. Il y a la proximité de la nature aussi qui est hyper prégnante. Et donc là, c'est quelque chose qui se ressent, que les artistes ressentent. Et ils repartent avec la banane, s'ils sont bien accueillis. Et ils se côtoient tous plus ou moins une fois par an, 2 fois par an, parce qu'ils vont de festival en festival. Le bouche-oreille joue aussi. Et le bouche-oreille joue exactement pareil. Donc il y a des similitudes vraiment, vraiment incroyables. Alors, il viendra réaliser une œuvre monumentale chez Shepard Fairey, donc du 11 au 14 juin. Vous lui consacrez également une exposition assez unique en son genre. Oui, là, ça c'était presque la grosse partie du boulot, ça a été de réaliser, de mettre en place cette exposition, parce qu'on a travaillé comme des ânes pendant 3 jours et 3 nuits. On a une équipe, heureusement, absolument formidable. On a fait quelques nuits blanches. Et bon, voilà. Mais il y a plus de 600 œuvres qui sont présentées. On a reconfiguré l'ancien musée de peinture en créant 110 mètres linéaires de murs. Bon, enfin bref, on a bien bossé. Il y a plus de 600 œuvres qui permettent de comprendre ces 30 ans de carrière. Parce que comme c'est les 30 ans du summum, c'est aussi les 30 ans de carrière. Clé, ça, 30. C'est un joli chiffre cette année, en tout cas. Donc, vraiment, c'est une exposition incroyable. C'est la plus grosse exposition qu'il y ait jamais eu au monde sur son travail. Donc, on est très content et très fiers qu'elle soit à Grenoble et pas à Los Angeles ou New York. Comme ça nous permet d'aller challenger encore des villes de ce niveau-là. Et en plus, elle va durer jusqu'au 27 octobre, voilà. Bien au-delà de la durée du festival. Oui, une exposition comme ça, on ne pouvait pas la faire pour 1 mois, quoi. C'est absolument aberrant. Et comme on veut que tous les scolaires puissent venir, on leur a offert cette possibilité de venir jusqu'à fin octobre. Alors, Street Art Fest transforme petit à petit l'agglomération grenobloise depuis sa création. Je pense que c'est aussi une des vocations de l'événement. Oui, effectivement, le fait de constituer un patrimoine d'œuvres d'art sur notre territoire, qui est métropolitain maintenant, on n'est pas que centré sur Grenoble, mais il y a d'autres municipalités qui participent, permet de montrer un éclectisme en termes de choix artistiques. Donc plein de manières de faire, plein d'esthétiques. Et puis on enrichit un patrimoine, on le construit édition après édition. Comme Rémi, il y a une 50aine d'artistes qui viennent participer, des artistes internationaux et des artistes locaux. Et on constitue un patrimoine. Et puis on est très bien soutenu aussi par tout l'écosystème grenoblois, que ce soit public ou privé. Le Crous accueille la partie digitale, nous met à disposition le mur sur lequel Shepard Fairey va intervenir. C'est un mur public, donc ça c'est pas mal aussi. Donc bon voilà, il y a un environnement là, il y a une mayonnaise qui a bien pris.
Vous savez à l'avance ce que vont faire les artistes? Ça se décide en amont ou c'est la surprise à chaque fois? Non, on est tenu de... Alors, on essaie de laisser la plus grande disponibilité et la liberté aux artistes. Donc, moi, mon boulot, c'est de trouver le propriétaire du mur qui va dire « j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose sur mon mur » et d'arriver à savoir, en fonction de sa sensibilité artistique, quel est l'artiste qui irait le mieux pour que les deux soient en phase et qu'il n'y ait pas de contraintes ni pour l'un ni pour l'autre. Et du coup, si on réussit ce combo, cette relation, cette mise en relation, on a quelque chose d'assez spontané et l'artiste travaille sans contrainte. Par contre, il doit nous fournir un sketch 2 mois à l'avance qu'on doit présenter, faire valider d'abord au propriétaire du mur. C'est le droit privé. Et après, comme c'est quelque chose qui prend lieu et place dans l'espace public, il faut que la ville, ou les villes, l'institution publique, là où l'œuvre prend lieu et place, puisse voir et donner son accord exactement comme quand on fait un ravalement de façade. Groec, ce festival, vous le connaissez bien, c'est ce qu'on appelle le local de l'étape. Vous avez participé à plusieurs éditions. On va voir une œuvre que vous avez réalisée l'an dernier. Elle se trouve où, cette œuvre? Saint-Martin-d'Air, impasse Charles Bélier, le long d'Ambroise Croizat. C'était un super moment. En fait, ce qui est super bien sur ces projets, c'est qu'à chaque fois, on est immergé un certain nombre de temps dans un quartier qu'on ne connaît pas forcément, et du coup, on est rapidement au contact du public. Donc, il y a toute une partie un peu médiation qui se fait au fur et à mesure du temps qu'on passe et qui est vraiment agréable, quoi. Oui, parce que ça ne se fait pas enfermer dans un atelier. Non, justement, c'est ça le gros avantage, on va dire, de quand on commence à peindre dans l'espace public et dans un cadre officiel, c'est qu'il y a une dynamique qui se crée avec le public, quoi. On a vraiment des temps forts avec les spectateurs, quoi, les principaux spectateurs, les habitants. Et nous, ça nous permet d'avoir des temps d'échange vraiment positifs, sympathiques et qui sont encourageants, quoi. Comment vous travaillez pour réaliser une œuvre comme celle-là? Comme disait Jérôme, on a l'obligation, entre guillemets, de présenter un sketch. Déjà, pour nous, ça nous aide aussi à prévoir notre matériel. Parce que ce genre de mur-là, ça nécessite quand même beaucoup de matériel. Donc si on partait la fleur au fusil, ça serait compliqué d'avoir tout ce qu'il nous faut correctement. Donc on part d'un dessin préparatoire, plus ou moins abouti. Là, en l'occurrence, c'était une maquette entièrement réalisée numériquement. Et puis après, on adapte en fonction de la lumière, en fonction des volumes du mur. Il y a quand même une partie un peu de transformation une fois qu'on est sur place pour que ça colle un petit peu plus à l'espace. Et puis c'est toujours aussi plus agréable pour nous de ne pas être juste dans la reproduction d'une maquette, en fait. De continuer à avoir une part d'impro. D'improvisation. Vous savez ce que vous allez faire donc cette année, ouais. Si j'ai bien compris. Ce sera où? Quai des Hallages, quartier Île Verte, entre le cimetière et l'Isère. Ça a commencé ou non? Ce sera pour la fin du mois. Là, il y a pas mal d'autres petits projets justement rattachés dans le cadre du festival qui vont me mobiliser sur la première partie de juin. Donc à découvrir, puisque c'est aussi une des particularités du festival, c'est qu'on peut aller voir les artistes créés en live. Ça dure en général plusieurs jours, notamment pour les fresques monumentales. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu ce qui fait le festival, et c'est pour ça que le festival s'inscrit sur une durée aussi longue. C'est qu'on ne vient pas juste voir une œuvre, on vient voir l'œuvre se constituer. Ça permet de voir l'artiste travailler, ça permet éventuellement de discuter avec lui en fonction. Ils sont généralement tous très accessibles. Hein, et voilà, de s'imprégner un peu de la manière de faire. Ce qui est magique, c'est comme un concert, quoi. Ce qui est magique, c'est de voir le gars jouer en live, quoi. Par rapport au CD, bon, il y a une valeur ajoutée quand même un petit peu supérieure, quoi. J'ai une question, je peux me permettre. Je me permets, qui est peut-être une question complètement idiote, mais quand vous aurez l'âge de Musilac, 5e édition là, donc du prochain Musilac, je veux dire, 18e édition de Street Art, est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'espace C'est peut-être complètement con ce que je raconte, parce que je ne suis pas un spécialiste. Je trouve ça formidable, sincèrement. Je ne dis pas ça pour cirer les pompes. Mais est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas un problème d'espace, ouais. Le mur disponible? Alors, c'est une question qui revient régulièrement, donc ouais, c'est une bonne question, déjà. Et alors là, tous les gens qui se posent cette question-là, j'invite les gens à se balader en ayant dans la tête de dire où est-ce qu'il y a un mur pignon? Parce que c'est quelque chose qu'on ne regarde jamais. En fait, un mur pignon, s'il n'y a rien dessus... On ne le voit pas. On ne le voit pas. On le voit pas. Et donc, en fait, quand on met de la couleur à un endroit où, d'habitude, même de manière très intuitive, naturelle, presque intrinsèque, pour nous, il n'y a rien sur ce truc-là. Si à un moment donné, vous faites émerger quelque chose, d'un seul coup, ça devient un point de repère dans la ville incroyable. Et donc,
on remarque cette chose-là parce que normalement, il n'y a rien. Mais si vous vous baladez, et moi c'est mon cas et presque mon défaut maintenant, c'est que quand je me balade à un endroit, je me dis tiens, là il y aura un truc. Mais vous allez vous apercevoir qu'il y a une infinie, il y a une richesse, surtout quand on s'inscrit sur un territoire. Toute l'agglomération, ça permet de faire tourner. Et en plus, il y a une durée de vie de ces œuvres qui sont quand même éphémères, elles sont dans l'espace public, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a les intempéries, et oui, souvent, les ravalements de façade, ça se fait à peu près tous les 20-25 ans. Donc il y a forcément mécaniquement, après, on repasse les œuvres les unes sur les autres, quoi. Mais bon, il faut attendre le plus longtemps possible. Alors, avant les ravalements de façade, c'est un patrimoine qui se visite aussi tout au long de l'année. On a vu qu'à Musillac, on courait. On court aussi au Street Art Fest, notamment à la fin du mois. Il y aura la Street Art Run, Jérôme. Ouais. Le Street Art Run, c'est quelque chose qu'on a testé toutes les semaines pendant le festival, où là, il y a des aficionados du running qui décident d'aller visiter de faire leur running en allant de fresque en fresque, histoire de découvrir en même temps la ville et les nouvelles œuvres, les créations. Et donc là, on va finir avec un gros temps un peu musclé. On attend entre 500 et 1000 personnes. Et c'est un départ au fil de l'eau le matin, le dimanche 30 juin. On clôture le festival avec ça. Et il y aura deux parcours, un de 4 km, un de 9 km. On part en direction du campus. Ça sera ombragé. Voilà. Et là, on peut le faire à pied, avec des enfants. C'est vraiment pas du tout quelque chose avec un dossard. On y va, c'est la bonne franquette. D'ici là, il y a une multitude d'animations, d'expos, etc. Que vous pouvez retrouver sur le programme et évidemment sur le site internet. On fait un petit clin d'œil à l'autre local, la Petite Poissonne, qu'on connaît bien, qui est venu souvent dans cette émission et qui sera en expo à la Space Junk Gallery à partir de la fin de cette semaine. Et puis pour ceux qui veulent découvrir ce patrimoine, il y a la carte qui chaque année s'enrichit. Là, c'est l'édition 2017, mais j'imagine que... Alors, cette année, la carte, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Et là, dans le livret, là, vous avez la Bible, parce qu'il y a toutes les œuvres qui vont être réalisées cette année, mais les 4 éditions précédentes. Donc je peux jeter ma carte et je garde la Bible. Le livret, on en a fait 15 000, c'est pas assez, il faudra qu'on le réimprime, mais ça fait une bonne base de travail. Et puis on n'a pas parlé du digital. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi une nouveauté. Il y a vraiment une grosse nouveauté cette année dans le cadre du festival, et courez voir ça, c'est en face du mur de Shepard Ferré en plus, donc super bien placé à côté de la nef Chavant. Dans ce quartier-là, on est sur les grands boulevards, Maréchal Joffre, et là on a un magnifique espace où on va pouvoir... pratiquer le street art de manière digitale. C'est vraiment des œuvres interactives. On n'est pas assis et on regarde des gens faire. On pratique. Et là, ça vaut le coup de venir découvrir ça. Bon, on a fait plein de bons plans avec vous, messieurs. On est très, 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 très en retard. J'ai jamais été aussi en retard de ma vie dans cette émission. Donc, je vous dis merci et au revoir. On se retrouve demain. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.